Avant vous, Sylvie Chocron, bonjour, on commence Bonjour. avec vous. Bienvenue, alors je rappelle que vous êtes neuropsychologue. Et alors depuis le début de l'épidémie de Covid-19, on parle beaucoup, on est impressionné par le dévouement des soignants, on les applaudit, le Premier ministre leur a encore rendu hommage la semaine dernière. Est-ce qu'ils seraient dotés, ces soignants, d'un sens tout particulier de l'empathie ? Alors, on va effectivement en parler. Avant de parler de l'empathie spécifiquement des soignants, peut-être on peut rappeler juste ce que c'est que l'empathie. Donc, c'est vraiment être capable de percevoir l'émotion ou la douleur d'autrui, de l'analyser, de la comprendre et surtout de l'éprouver. Alors évidemment, pour les soignants, la dernière partie de la définition est un problème parce qu'un médecin ne peut pas réellement éprouver toute la douleur et toutes les émotions de son patient. C'est pour ça qu'on a introduit un nouveau concept qui est l'empathie clinique. Donc c'est une petite empathie, une empathie low cost, une demi-empathie. Alors, low cost, je ne dirais pas ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une empathie vraiment plus intellectuelle. C'est-à-dire qu'on considère que le médecin doit, à minima, percevoir, analyser, comprendre les émotions et la douleur d'autrui. C'est souhaitable. Voilà. Mais on se dit que contrairement à l'empathie complète dont on peut faire preuve, la plupart des médecins sont souvent dans cette empathie un peu froide ou intellectuelle qui leur permet de comprendre la situation sans pour autant s'identifier à tous leurs patients. Parce que ce serait un petit peu compliqué. Et il y a plein d'études qui montrent que les médecins ne peuvent pas faire ça. Pour les patients, ça fait forcément une différence d'avoir en face de soi. Alors, soit le soignant qui ressent véritablement votre désarroi, ou alors le clinicien qui analyse. Est-ce qu'on peut se contenter de cette forme d'empathie clinique que vous décriviez ? Alors, vous avez tout à fait raison. Les patients, ce qu'ils attendent, c'est vraiment une empathie complète. Et donc, ça fait toute la différence parce que certaines études montrent même que le traitement est plus efficace. D'abord, les patients suivent mieux leur traitement s'ils ont un médecin empathique. Mais en plus de ça, le traitement est plus efficace. Tenez-vous bien, même si c'est un placebo. Et donc, du coup, bien évidemment, pour un patient, ça fait toute la différence d'avoir un médecin très empathique. Et ça ne lui suffit pas du tout d'avoir quelqu'un qui est juste dans une analyse très froide et intellectuelle de la situation. Et est-ce que techniquement, c'est possible d'avoir une empathie totale? Est-ce que c'est souhaitable pour le médecin? Autrement dit, est-ce qu'il ne va pas se défenestrer à la fin de la journée? Alors, vous avez raison, c'est là où le problème arrive, c'est que le patient attend ça de la part de son médecin, mais bien évidemment, les médecins ne peuvent pas ressentir toute la douleur de leur patient. Et d'ailleurs, s'ils étaient dans cette situation où vraiment ils absorbaient toutes les douleurs et toutes les émotions négatives, ils pourraient être dans une situation qu'on appelle la détresse empathique, qui est cette situation où vous êtes tellement envahi par la douleur et par la problématique de l'autre, qu'en fait vous êtes paralysé et vous ne pouvez plus rien faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille aux médecins de ne pas traiter leurs proches, parce que dans ce cas-là, ils sont dans cette détresse empathique qui les empêche d'agir. Et c'est pas du tout un sujet trivial, parce que les médecins peuvent être véritablement dans une situation de burn-out émotionnel. Et on sait par exemple qu'aux États-Unis, il y a 1 suicide de médecins par jour, ce qui en fait la profession la plus à risque de suicide parmi toutes les professions. Donc, c'est pas du tout anecdotique. Non, mais c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent aussi être moins efficaces s'ils sont trop empathiques. Bien sûr. Et donc, évidemment, la bonne solution, c'est le juste milieu. Oui, c'est-à-dire suffisamment empathique, ouais. Exactement, pour pouvoir être vraiment en communion avec son patient, mais pas trop, pour pas être vraiment débordé par les émotions. Voilà. Et alors, est-ce qu'ils sont formés ou au moins sensibilisés à la question ? Alors, c'est une vraie question, parce que tous les étudiants en médecine ne sont pas du tout égaux vis-à-vis de cette qualité qui est l'empathie. Et on ne peut pas dire que la façon dont les étudiants sont formés en première année de médecine, en tout cas en France, les pousse à être empathiques. Ce n'est pas vraiment la formation. Et donc, du coup, devant parfois ce manque d'empathie, cette difficulté à être empathique, il y a eu plusieurs programmes qui ont émergé dans les années 90 et surtout en Amérique du Nord. J'allais dire pas en France. Alors, surtout aux États-Unis. Et donc, ces programmes partent du point de vue que la première étape de l'empathie, c'est vraiment l'analyse, la perception et l'analyse des émotions et de la douleur d'autrui. Et donc, du coup, on sait que les personnes les plus empathiques sont celles qui analysent vraiment le mieux les émotions de la personne en face. Et à partir de là, donc, certains programmes sont nés, comme le programme, on va voir un dermatologue qui s'appelle Irving Braverman aux États-Unis, à Yale, voilà, et donc qui a mis au point un programme véritablement d'éducation visuelle. Donc l'idée, c'est d'apprendre déjà aux étudiants en médecine à regarder.
Donc on n'aura pas le temps de tout détailler, mais comme ça nous intrigue, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? Bien sûr. Alors en fait, les étudiants sont emmenés au Yale Center for British Arts, donc qui est un musée avec énormément de peintures anglaises du 18e et 19e siècle. Pourquoi ces peintures? Parce qu'elles ont la particularité d'être ambiguës. Donc là, on voit un tableau de Hogarth en 1745 qui s'appelle Lune de miel. Et alors on peut se demander ce qui s'est passé avant, ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer après. Et en fait, l'étudiant est vraiment dans une démarche d'analyse visuelle. Donc, il doit faire tout un travail pour comprendre la situation et surtout comprendre les émotions des personnages, dans le but de développer ses capacités diagnostiques, en fait. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses, en fait. Non, mais par contre, on constate que les médecins, les étudiants en médecine vont s'améliorer dans leur capacité diagnostique parce que la particularité de ces ateliers, c'est qu'en plus de ça, le tableau ne parle pas. Donc, il ne peut rien raconter de la situation. Et donc, l'étudiant doit faire l'effort vraiment de comprendre tout seul tout ce qui a bien pu se passer pour développer cette capacité d'analyse visuelle. Et il y a un article très sérieux dans JAMA qui a montré récemment que les étudiants décrivaient 10% de signes cliniques en plus après ce type d'atelier. Donc réellement, ça a fait ses preuves. C'était optionnel au départ, c'est devenu obligatoire dans 26 universités aux États-Unis. Rien ne nous dit que ça va arriver en France, ni que ça va s'étendre à d'autres soignants. Bon, espérons. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Maintenant...